Aujourd'hui, compagnons, je vous emmène dans un endroit emblématique du patrimoine provençal, sur les traces d'un des premiers disciples du Christ. Et on va découvrir l'histoire profonde de ce petit prieuré au sommet de cette montagne provençale qui a tant inspiré le peintre Cézanne. On est parti, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je me lève assez tôt quand même parce qu'il n'est pas encore 5 h du matin. Je me lève le plus tôt possible pour avoir le lever du soleil et avoir les plus belles images possibles qui vont avec. Et pour avoir peu de monde dans les pattes aussi parce qu'il paraît que c'est assez rempli le week-end. Très excité d'y aller parce que c'est la première fois que je vais y monter alors que j'y passe depuis tout petit. Et aussi un peu d'appréhension parce que c'est la première fois que je vous partage un si grand monument provençal qui plus est du patrimoine français. Et je suis juste avec mon iPhone et je suis juste avec mon drone. Donc j'espère que ça va rendre le mieux possible. J'espère que je vais réussir la mission de mettre en valeur le patrimoine français. Donc écoutez, on se retrouve là-bas. Hop, je viens fraîchement d'arriver. Faut savoir qu'ici c'est un site très inflammable. Dans la région, il y a beaucoup d'incendies, la région étant très très sèche. Normalement, il y a des zones, c'est réglementé. Donc aujourd'hui, normalement, pas de problème, on peut monter sans problème, pas de risque d'incendie. Parce que normalement, c'est fermé carrément aux randonneurs. Parce que le risque est trop élevé, quoi. Bon, le soleil vient juste de se lever en Provence. Pendant la marche, on va avoir plusieurs surprises. On va avoir la chapelle du Trou, qui est une chapelle en ruine. On va voir le prieuré de la Sainte-Victoire, qui a une histoire très très intéressante et qui remonte à des siècles. Et tout en haut, en surprise finale, on aura la croix de Provence. J'ai vraiment hâte de l'atteindre parce que le paysage a l'air magnifique d'en haut. La lune est encore de sortie et donc vous voyez tout en haut la croix de Provence. Il me semble que c'est 1000 mètres d'altitude. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça fait toujours plaisir. Par contre, j'ai vraiment de la chance parce que le paysage qui est derrière, la vallée qui se situe derrière la Sainte-Victoire, est vraiment très très belle. Avec les couleurs du lever de soleil, ça rend vraiment bien. Alors la légende veut qu'on marche exactement dans les mêmes pas que le premier évêque d'Aix-en-Provence, parce que Aix-en-Provence se situe juste à côté, qui fut quand même l'un des 72 premiers disciples du Christ lui-même, qui fut un proche de Marie-Madeleine pour fuir les persécutions du petit-fils d'Hérode. Les deux ont embarqué pour venir sur la côte. Et donc Saint-Maximin, lui, aura fait sa vie à Aix-en-Provence en devenant l'évêque. Avec Marie-Madeleine, il est aussi proche de Lazare, vous savez, celui qui dans le Nouveau Testament, qui était mort depuis des jours, le Christ vient à lui et il renaît, il ressuscite. Et donc c'est ce Saint-Maximin, à l'aide de Marie-Madeleine, qui va évangéliser Aix-en-Provence, qui va y faire la première communauté de chrétiens. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le fondateur de la ville d'Aix-en-Provence. Et Marie-Madeleine, elle, finira sa vie, elle laissera son apostolat Saint-Maximin. Et donc, elle finira sa vie en vivant comme ermite à Sainte-Baume, où elle est enterrée d'ailleurs. Et je vous réserve quelque chose là-bas parce que c'est vraiment splendide comme endroit. Et alors, on dit que Marie-Madeleine, elle sentait qu'elle allait mourir, sa santé se dégradait. Elle descend de sa grotte, elle descend un peu de son côté ermite pour revenir un peu dans la plaine quelque temps. Et elle y croise justement Saint-Maximin qui lui donne la communion. Et après, Marie-Madeleine est morte juste après que son ami avec qui elle a fui les persécutions du petit-fils d'Hérode lui donne la communion. Saint-Maximin, il rencontre aussi Saint-Alexandre de Brescia qui lui a été déjà converti par Lazare. Et suite évidemment à toute l'évangélisation qu'il a subie de la part de Lazare et de Saint-Maximin, sa foi étant renforcée, il finira par mourir martyr, mais il a pu écrire des actes, il a pu faire des écrits sur sa foi juste avant de mourir martyr. Donc pour finir, Saint-Maximin, il mourra à Aix-en-Provence et il sera enterré juste à côté à Sainte-Baume de Marie-Madeleine. Ça fait quoi? Ça fait une quinzaine de minutes que je marche. Je viens d'arriver à la première surprise, la chapelle du Trou. Alors il y a une petite croix en hauteur, c'est magnifique. Je vais essayer d'y monter.
Donc voilà, on est à la chapelle du Trou avec cette petite croix juste magnifique, juste en haut de moi. Juste avant la Révolution, c'était vraiment un haut lieu du pèlerinage ici. Bon, on le verra plus en détail au prieuré qui est en haut, qui est lui aussi magnifique. Et qui lui n'est pas en ruine parce qu'il a été reconstruit après la Révolution. Ici, on y célébrait principalement Notre-Dame des Sept Douleurs. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est Notre-Dame des Sept Douleurs, on la célèbre, on parle de... C'est le titre qu'on donne à la Sainte Vierge pour se remémorer toutes les douleurs, toutes les angoisses qu'elle a pu subir au jour le jour en vivant avec le Christ. Ça va de la fuite en Égypte jusqu'à la crucifixion. Donc c'est un endroit qui est plein de mémoire. Et puis en fait, c'est compliqué de se l'imaginer, mais de se dire que du monde vivait ici, que des gens priaient, que Notre-Dame était louée tous les jours. Bon après cette visite assez sympathique, il est temps de reprendre la route. Bon, je viens de grimper sur l'arête. On arrive enfin dans les choses sérieuses. Ce lieu a toujours été habité par des religieux, des ermites. Ils ont trouvé une chapelle très très vieille puisqu'elle date du 5e siècle. Et c'était quoi? C'était des hommes pieux, ermites, qui y vivaient pendant des siècles. Enfin, on se doute bien que pour venir ici, pour vivre, parce que c'est une terre quand même qui est assez aride et il n'y a pas énormément de distractions, on se doute que c'était pas des fervents adeptes de la fashion week, quoi. Autant à 5h30, 6h, il n'y avait pas de problème sur la chaleur, autant le temps provençal commence à arriver, parce qu'il est aux alentours de 9h, quelque chose comme ça. Et là, les 30 degrés qui étaient prévus, ils sont en train de monter, ils sont en train d'arriver, je suis en train de les sentir. Il doit bien faire 25 là. Et une fois arrivé au sommet, le soleil sera bien levé. Puis on pourra bien apprécier la croix de Provence qui fait 18 mètres de haut. Donc je suis quand même assez pressé d'y arriver. Le prieuré est juste au bout, on arrive bientôt. Ici, à l'origine, ça a été une chapelle construite au XIIIe siècle. Vraiment, c'était un ermitage. C'était uniquement pour les ermites, pour les gens qui voulaient sortir du monde pour venir prier vraiment au calme dans la montagne. Et puis, au fur et à mesure des siècles, l'état de la chapelle s'est dégradé. Et en 1657, il y a un abbé déterminé qui décide de rénover la chapelle. Et en fait, à partir de là, la chapelle va avoir énormément de succès, puisqu'il y a beaucoup de pèlerins qui vont venir de toute la France. Et pour ce faire, il va décider de construire un monastère à côté de la chapelle avec quelques moines qui pourront accueillir les pèlerins. Il y avait un problème aussi avec le nombre de personnes toujours croissant qui venaient. Ça devenait vraiment un lieu important de pèlerinage. Beaucoup de pèlerins venaient de toute la France pour venir prier ici. Et donc l'abbé décide de construire un monastère en parallèle de la chapelle. Et bon, là, la falaise est séparée en deux, mais avant c'était un seul bloc. Et le problème, c'est que de tout l'hiver, le soleil ne rentrait pas dans la chapelle et il y avait un fort taux d'humidité, pas de soleil. Et donc, pour faire ce monastère et pour voir sur le long terme, il a décidé de péter à la dynamite. Quand je vous ai dit qu'il était déterminé, c'est qu'il était déterminé. Il a fait sauter à coups de dynamite la falaise pour faire un trou. Aujourd'hui, on peut avoir une très très belle vue grâce à ça parce qu'il y a un espèce de rebord où on peut se reposer. Mais à la base, c'était vraiment pour ça. C'était pour que la vie qui était ici devienne entre guillemets plus prospère et soit plus agréable pour ceux qui y habitaient, pour ceux qui venaient. Ça a été des travaux assez massifs quand même parce que pour construire le monastère et tout ce qui va avec, ça aura nécessité environ 48 000 allers-retours à dos de mulet. Donc je vous fais pas le dessin, hein. Déjà un aller-retour dans la journée c'est très bien. Et alors 48 000, ça commence à faire et on en apprécie d'autant plus le lieu quand on sait qu'il y a tant d'efforts qui ont été fournis à la fois par les bêtes bien sûr, mais aussi par les hommes. Après au fur et à mesure, ça connaît toujours le même succès, il n'y a pas grand chose qui change. Et vient une date fatidique pour tous les monuments sur lesquels je me renseigne, c'est bien sûr 1789. Et le monastère est délabré par la Révolution. Et c'est malheureux, je ne comprends pas pourquoi il y avait cette envie de casser qui est encore présente aujourd'hui. Ça me détruit un petit peu quand on voit que tout au long des siècles, il y a vraiment une âme qui vit ici
qui se succèdent à travers les âges. On aménage parce que ça a du succès, parce qu'il y a des gens qui sont fervents, qui montent jusqu'ici pour trouver quelque chose qu'ils n'ont pas dans le monde. Et il y a des gens qui viennent détruire ça. J'ai un peu de mal à comprendre, je l'avoue. En 1955, il y a les amis de la Sainte-Victoire qui ont décidé de tout réaménager, de tout refaire, suite aux dégâts que la Révolution a causés. Et franchement, c'est devenu nickel. Grand merci à eux, un énorme merci à cette association d'hommes, de femmes. Donc, pour ceux que ça intéresserait, c'est pas ouvert tous les jours, la chapelle, malheureusement, c'est fermé aujourd'hui. Et les bénévoles sont disponibles le jeudi et le dimanche. Donc, le jeudi et le dimanche, la chapelle et le cloître sont ouverts pour ceux qui souhaitent visiter plus en profondeur le lieu. Là, malheureusement, j'ai pas pu rentrer dans la chapelle. On peut la voir grâce à des grilles. J'aurais bien aimé y rentrer, parce que ce sera pour une prochaine fois. Et il reste une étape, c'est la Croix de Provence. J'ai pris un bon coup de frais au prieuré, ça faisait du bien parce que la chaleur elle est lourde. J'imagine même pas quand la falaise n'était pas encore dynamitée, la température qu'il faisait, il devait vraiment faire très très frais. L'origine d'une grande croix tout au sommet de la Sainte-Victoire, c'est dû au XVIe siècle à un marin qui a échappé de peu à la mort lors d'un naufrage et qui, pour éviter la prochaine fois de mourir, a fait ériger une gigantesque croix visible à des kilomètres à la ronde, mais particulièrement pour les marins. Et bon, au fur et à mesure des années, bien sûr, ça s'est détérioré. En 785, il y a un certain Jean Laurence qui décide de reposer une croix qui est similaire à peu près à celle que le marin avait posée au XVIe siècle. Et celle-là, avec les dizaines d'années, en 70 ans, elle se détériore vraiment. Et en 1842, il y a un étudiant de la faculté d'Aix-en-Provence qui a la bonne idée. C'était l'époque où les étudiants avaient encore des bonnes idées, des bonnes initiatives. Décide d'en faire ériger une nouvelle. Et le problème, c'est que les pèlerins, les visiteurs, enfin bref, tout le monde vient et pour avoir comme récompense le fait d'être monté au sommet, récupère un petit bout de la croix. Ce qui fait que ça détériore évidemment le monument au fur et à mesure des années. La détérioration devient de plus en plus importante. Du coup, là, ils ont mis un bloc de béton à la base avec la croix en hauteur. Comme ça, bonne chance pour aller chercher des bouts de croix. Sur ce, je vais vous laisser avec le paysage, avec des belles images. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, que j'ai réussi à vous faire découvrir cet endroit et que je vous ai donné envie d'y aller. Je vous dis à la prochaine.